Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Le face-à-face du mercredi 25 janvier avec François Bellet pour son livre Le nouveau spectacle politique aux éditions Nicaise. Bonjour François Bellet. Bonjour à tous. Alors, ce nouveau spectacle politique, François Bellet, vous êtes homme de communication, vous avez une société de com, mais là, c'est un livre effectivement qui raconte, qui fait l'état des lieux et qui va plus loin, bien sûr. Et vous parlez, je vais juste inventorier ce que vous avez très bien résumé, effectivement, où on est. La phase du commentariat, on va parler de tout cela. L'inversement du spectacle, la fabrique de la polémique, la création de la séquence, l'exploitation de la marchandise et l'inversement du spectacle. Qu'un certain Guy Debord, il y a 50 ans, avait déjà traité, mais en théorie. Et en théorie, comme chacun sait, on vit bien, parce qu'en théorie, tout se passe bien. Mais François Bellet, en fait, vous parlez effectivement avec l'irruption des réseaux sociaux notamment, vous racontez très bien qu'au fond, aujourd'hui, tous, politiques, hommes d'action ou femmes d'action ou de décision, sont obligés de faire de la mise en scène et ils se sont presque noyés dans cette mise en scène. Expliquez-nous. Alors, le point de départ du livre et plus largement de mes travaux, c'est les réseaux sociaux, oui, qui constituent pour moi le point de basculement dans le monde d'après. C'est-à-dire que les politiques aujourd'hui fixent le monde d'après au moment du Covid, alors que moi, qui suis attentivement l'ère social médiatique, je fixe le basculement au monde d'après au moment des réseaux sociaux. C'est-à-dire... Il y a 20 ans, même pas. Eh ben alors c'est très simple, en 2004, 2005, 2006, pour une raison très simple, c'est création de Facebook, de Twitter et de YouTube. Je prends les trois les plus, je dirais, les plus structurants. Ces supports-là qui aujourd'hui créent le spectacle. Et en fait, aujourd'hui, c'est très intéressant pour moi et presque naturel de pouvoir émettre et construire une critique des réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui, on en vit l'âge d'or. Nous nous situons aujourd'hui 15 ans après donc la création de ces supports-là et donc on peut raisonnablement mesurer les conséquences et l'impact des réseaux sociaux, des plateformes sur le champ social, le champ sociétal, le champ économique, ce qu'on fait souvent, mais finalement assez peu sur le champ politique. Et quand je dis politique, j'associe le spectacle, parce que pour moi, politique égale spectacle. Il n'y a pas que ça dans la politique. Normalement, il n'y a pas que ça, mais il ne devrait pas y avoir que ça, normalement. Normalement, on ne devrait pas avoir que ça, mais on s'aperçoit que les hommes d'action aujourd'hui ont été déclassés. D'ailleurs, ils n'intéressent pas et rentrent assez peu dans l'écran du spectacle. En revanche, ce sont les gens de parole, du commentariat, et c'est ce que j'explique dans le livre, la dictature du commentariat. Alors comment ? Alors justement, parlons des réseaux sociaux, et c'est vrai que c'est une date de basculement, vous avez tout à fait raison là-dessus. Mais comment, alors en pratique, comment concrètement les réseaux sociaux ont fait basculer? Alors c'est très simple, c'est les 3 points de mon ouvrage, c'est que les réseaux sociaux ont changé 3 choses. Première chose, changement du paradigme du spectacle politique. C'est-à-dire que dans le monde d'avant, c'est-à-dire là, avant les réseaux sociaux, on était, je dirais, dans la verticalité. C'est-à-dire qu'on était sur un modèle one to many. C'est-à-dire qu'il y avait une seule poignée de personnalités qui pouvaient s'adresser au plus grand nombre. Maintenant, dans le monde d'après les réseaux sociaux, on est dans une logique à l'horizontale où c'est many to many. Les masses s'adressent aux masses. Ça, c'est une nouveauté. Premier élément. Deuxième élément, changement au niveau de la nature du spectacle politique. C'est-à-dire que dans le monde d'avant, on était dans une recherche de séduction. On était là pour plaire et gagner l'adhésion. On était donc ce que j'appelle dans la recherche du consensus. Avec l'arrivée des réseaux sociaux et donc dans ce basculement dans le monde d'après, on est dans une recherche de dissensus vendeur. C'est-à-dire qu'on n'existe maintenant que par la polémique, le clash et le trolling. Et gare à celui qui ne tomberait pas dans ces pièges-là. C'est simple, il n'existe pas. Troisième élément, et là, c'est ça qui m'intéresse, c'est ce que j'appelle l'inversement du spectacle, c'est qu'on est passé du professionnel de la politique qui vivait dans ce spectacle-là, mais presque tout seul, au néo-politique, où maintenant c'est monsieur tout le monde qui peut aujourd'hui faire de la politique et rentrer dans le débat public. Et là, sur le néopolitique, j'ajouterais simplement qu'on a connu l'ascension du néopolitique au moment du Gilet jaune, en gros par la figure du manifestant, qui était presque plus audible que le politique. Et ensuite, l'âge d'or, je dirais, l'autre âge d'or, au moment du Covid, où l'épidémiologiste, que j'appelle dans le bouquin l'épidémiologiste de plateau, était presque
presque un politique comme un autre. Et puis aujourd'hui, la crise en Ukraine. On s'aperçoit qu'en fait, ces trois séquences-là, on retrouve le néopolitique. On va en parler, c'est très intéressant. On va en parler tout de suite après cette petite pause. À tout de suite. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et moi j'aime bien le nouveau spectacle politique, le livre de François Bellay qui vient de paraître aux éditions Nicaise. Pourquoi ? Parce qu'il pose le problème de ce basculement effectivement des réseaux sociaux et surtout le changement de rôle. Alors justement, on va détailler ça, François Bellay, vous avez commencé à nous en parler. D'abord le mani to mani, c'est-à-dire que, comme vous disiez avant, c'était vertical. Moi, politique, je m'adressais au peuple, à la masse, etc. Bon, conférences de presse, etc. Bon, aujourd'hui, ça a déjà crevé. Enfin, alors le tout mani, c'est-à-dire tous se sentent effectivement investis d'une mission. Ou comment? Alors le many to many, c'est simple, c'est les masses s'adressent aux masses, et ça veut dire que maintenant, et c'est ça qui est intéressant, c'était qu'avec les nouvelles technologies, donc on arrive toujours avec la technique, et là je fais petite référence avec la société technicienne de Jacques Ellul, qui explique que c'est toujours la technique qui fait basculer, qui fait changer le paradigme. Et donc aujourd'hui on a un smartphone, on a une connexion, et on a des réseaux sociaux avec une audience parfois même plus forte que certains supports historiques, et là maintenant ça y est, on est journaliste, on est citoyen et on est politique, on est multicasquette. Donc le monde, il est devenu comme ça. Et il faut essayer de pouvoir gérer ça. Sur les politiques, on va dire à l'ancienne traditionnelle, doivent gérer, et les autres trouver leur place dans ce que j'appelle le bruit permanent. Alors, qu'est-ce que vous appelez alors là-dessus, justement, avec concrètement le dissensus vendeur ? Ça veut dire quoi? C'est la création de polémiques, souvent artificielles, mais pour faire ce qu'on appelle le buzz en argot, enfin en argot. Alors, en vulgaire, dans le monde d'avant, c'est-à-dire dans la communication politique à la Papa, Mitterrand, Jacques Pilan, la rareté, on était dans les coulisses. Alors je dis ça, mais je l'ai pas vécu, mais j'ai beaucoup lu sur cette période-là. On disait souvent pas de vague. Attention, on fait attention à son image et pas de vague. Et là, aujourd'hui, on fait absolument plus attention à son image. Justement, il faut créer de la vague. Il faut du tsunami permanent. Et donc aujourd'hui, on voit bien que c'est celui qui créera le clash et la polémique, qui sera invité. Et c'est pas celui qui aura l'idée ou la plus remarquable qui sera aujourd'hui au trend topic. Alors François Bellay, quand même, oui, c'est d'accord, le clash, mais vous savez que ça peut retomber comme un soufflet. C'est-à-dire, je crée le clash, c'est pas pour ça que les gens vont me suivre. Alors voilà, alors ça c'est intéressant, c'est ce que j'explique dans le livre, c'est la création de la séquence. C'est-à-dire que tout part du sujet du jour. Alors, soit un sujet, je dirais, de droite spectaculaire, alors immigration, grand remplacement, civilisation, identité, ou alors un sujet dit de gauche spectaculaire, wokisme, néo-féminisme, climat. Une fois qu'on a ces deux sujets-là, ça part, ça c'est le sujet du jour qui va enclencher ensuite le commentariat et forcément la polémique. Mais la séquence, elle est extrêmement courte et on n'en retient rien. Ouais. Ça. Mais c'est pas le but. Il faut savoir. Non, mais oui. On n'est pas là pour être plus intelligent que la veille dans cette société du spectacle. On est là pour vendre, pour créer de l'audimat, faire monter des figures et ensuite les dégager. Ouais. Époque Kleenex classique. C'est ça. C'est-à-dire en fait obsolescence programmée. Exactement. Des hommes et des choses. Voilà. Et voilà. Et alors justement, mais parlons-en. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de ça? Vous en parlez dans votre livre. Est-ce que au fond est-ce que ce n'est pas un piège tendu, pas seulement aux politiques, mais à un certain nombre de gens? C'est-à-dire, au fond, il y a ça, et on voit très très bien, vous dites vous-même, on en a parlé pendant hors antenne, François Bellay, c'est que beaucoup de gens aujourd'hui se méfient des médias, se méfient vraiment des médias. Pourquoi? Est-ce que ce n'est pas parce que dans ce monde d'aujourd'hui, parlons du monde, pas le monde d'après, enfin le monde d'aujourd'hui, mais justement contrairement au monde d'avant, parce qu'il y a tellement d'offres par rapport à la demande, que les gens sont saturés, ils disent oui d'accord, il dit ça, et puis voilà, c'est amusant, et puis on s'en fout, ou pas. Alors il y a deux méfiances qui sont, d'ailleurs l'une va aussi avec l'autre. Il y a les méfiances à l'égard du professionnel de la politique. Alors là je cite un sondage qui sort tous les ans au mois de janvier d'Opinionway sur le sentiment éprouvé par rapport à la politique. Les Français, c'est méfiance à 40%. Sur la perception de la probité du personnel politique,
plutôt corrompu à 65%. Et opinion, et ça c'est intéressant et ça va répondre à votre question, opinion globale sur les responsables politiques, entre guillemets, parlent trop, n'agissent pas assez à 80%. Et là c'est intéressant, ils parlent trop du silence et de l'action. Voilà ce qui manque à la société, avec un peu de panache, un peu de courage. Mais alors dites-moi, est-ce que vous ne rejoignez pas, même si vous ne les avez pas connus, c'était la théorie de Jacques Pilan qui disait la rareté. Est-ce qu'au fond, parce que dans le monde d'avant, il y a des choses aussi qui peuvent aussi perdurer, mais est-ce qu'aujourd'hui, justement, est-ce qu'il ne faudrait pas retrouver, peut-être pas comme avant, bien sûr, une certaine rareté de la parole ? Et surtout, conjugué à l'action, vous avez raison, parce que c'est très voilà. important. Alors moi, c'est la dernière page du livre qui n'est pas forcément programmatique, mais qui pourrait lancer en tout cas une certaine forme de réflexion. Donc le silence et l'action. Et qu'est-ce que j'entends ? Qu'est-ce que ça veut dire, oui. Qu'est-ce que ça veut dire le silence ? D'abord, c'est la maîtrise de l'outil. C'est-à-dire moi j'ai l'impression qu'on est une époque aujourd'hui qui s'agenouille devant le virtuel. Donc ça veut dire une mise à distance de l'outil, une mise à distance de l'émotion et du temps court. Moi, je m'étonne de voir toujours des philosophes sauter sur l'actualité et ne vivent qu'en rebond sur l'actualité. Enfin, je sais pas, pour moi, un philosophe, ça met à distance à la fois l'émotion, à la fois l'époque, à la fois les polémiques et le temps court. Donc, s'inscrire dans le temps long, du silence et de l'action, faire des choses. Du matin au soir, sans distance, sans rien sur les choses. Ouais. Voilà. Et je pense, en tout cas, j'ose espérer, peut-être pas demain, mais après-demain, je pense que celui qui sera dans l'action, dans le silence et l'action, et surtout les deux pieds et la tête dans le réel, gagnera des points. D'accord. Et alors, justement, vous parlez dans votre livre, vous en parlez, effectivement, en fond, moi je considère que c'est une bonne chose. Dans les réseaux sociaux, il y a le meilleur et le pire, mais quand même, il y a des gens qui peuvent s'exprimer. L'horizontalité, avant, comme vous disiez, c'est la verticalité. Hein. Quelques-uns, les happy few, etc., parlaient au plus grand nombre, et les autres, on les entendait pas. Aujourd'hui, on les entend. Alors, il y a des gens qui disent n'importe quoi, et alors ? Mais est-ce que ça n'a pas ouvert... En fait, les réseaux sociaux ont ouvert quand même la parole aux masses. Alors, ça c'est... merci. Justement, les réseaux sociaux ont ouvert la parole aux masses, donc quelque part la parole s'est libérée, pour reprendre une expression à la mode, mais en même temps le spectacle s'est libéré. C'est-à-dire que tout le monde a droit au chapitre. Et remarquez quand même que quand on prend la parole dans la nouvelle société du spectacle, c'est-à-dire à l'ère du social médiatique, on prend souvent la parole par le prisme de la mise en scène. C'est jamais et puis la mise en scène, c'est-à-dire la mise en scène, c'est-à-dire c'est le diktat de la punchline, par exemple. C'est un mot qui est aujourd'hui qui correspond bien à l'époque. C'est-à-dire que c'est un mot. Avant, on parlait de slogan. Bon, et ben maintenant, on est sur la punchline. C'est-à-dire que à partir du moment où on décide de rentrer dans l'écran du spectacle par la publication, que ça peut être la vidéo live, par exemple, ou le tweet, eh ben, on est déjà dans une forme de travestissement puisqu'on est là pour impressionner, créer l'effet de spectacle, spectaculariser le propos. Voilà. Et oui, effectivement, et au détriment de la profondeur et au détriment de la réflexion. Qui n'existe pas. Ou plus. On va en parler, on va continuer à en parler avec François Bellay et avec vous, auditeurs de Sud Radio. Vous nous appelez au 0826 300 300 pour participer à la discussion. Le nouveau spectacle politique vous intéresse, appelez-nous. À tout de suite sur Sud Radio. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Dans tous mes états, et François Bellay aussi, je rappelle le titre de son livre, Le nouveau spectacle politique aux éditions Nicaise. Et encore une fois, dans ce monde effectivement bouleversé par les réseaux sociaux, et bouleversé très fortement, je voudrais qu'on rentre un peu dans le détail, en tout cas dans le concret de certaines choses. Et je pense à depuis 3 ans, 4 ans, 3 narratifs qui ont vraiment bouleversé les choses. L'un était français, les 2 autres sont mondiaux. Le narratif des Gilets jaunes, bien sûr, comment ça a été traité, comment ça a été vécu. Et surtout, parce que ça continue encore, le narratif Covid-19, avec les spécialistes, les médecins de plateau, et le narratif Ukraine-Russie, avec les généraux de plateau. Alors, comment analysez-vous cela, François Bellay ? Alors, d'abord,
il faut se dire que ce qu'on a traversé là, en termes d'analyse et de recul, socio-médiatique, c'est historique. C'est-à-dire qu'on a 3 crises qui se sont succédées les unes aux autres. Je me place toujours sur le plan médiatique, socio-médiatique d'analyse, pas sur le plan politique pour le moment. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé qu'il y a eu, à partir des Gilets jaunes, une ascension de ce que j'appelle le néopolitique. Si je devais aujourd'hui donner une définition du néopolitique, je dirais que c'est un non-professionnel de la politique qui vient de la société civile, qui ne cherche pas l'élection, ça c'est important à comprendre, mais par contre, il cherche le pouvoir médiatique. Visibilité, enfin, pouvoir faire passer ses idées. Faire passer ses idées, en tout cas, être ce que j'appelle dans l'apparition permanente. Donc, c'est monté avec les Gilets jaunes, effectivement, ensuite Covid et Ukraine. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, tout le monde est devenu expert. Et là, c'est intéressant, c'est-à-dire que l'expertise a été balayée au profit de ce qu'on appelle aujourd'hui l'expert. On est expert en tout, mais souvent expert en spectacle. Et là, on pourra peut-être développer. Alors justement, restons là-dessus. Quand j'ai vu, et vous avez vu, et tout le monde a vu, par exemple, parlons du Covid-19. Il y avait des gens qui sont de vrais spécialistes, épidémiologistes ou autres, on ne va pas donner de nom, mais quand même, et qui étaient soit interdits de parler, soit marginalisés, et d'autres qui sont urologues, néphrologues, j'allais dire proctologues, mais je ne le dirai pas, qui eux alors ont table ouverte sur tous les sujets et sur le Covid notamment, où vous aviez du matin au soir et du soir au matin. Je rappelle quand même qu'on nous disait que tout va bien, que si vous osiez dire, pour prendre un exemple, que les vaccins n'empêchaient ni la transmission, moi je ne suis pas du tout anti-vaccin, mais ni la contamination, vous étiez complotiste, etc. C'est un exemple. Et vous aviez du matin au soir, dans les radios, les télévisions, etc., vous écoutiez ça. C'est, prendre un exemple, c'est pas politique, mais comment il se fait ? Ça fait partie de ce mouvement où vous dites tout le monde dit tout ? Alors tout le monde dit tout. Alors là, 3 éléments. Ouais. Premier élément, je voudrais revenir quand même sur ce que j'appelle le format dominant, c'est-à-dire le contenant, l'emballage du spectacle. Et l'emballage du spectacle, depuis ces dernières années, en tout cas depuis ces 3 crises-là, c'est le débat. Aujourd'hui, on a du débat du matin au soir, la nuit, y compris, puisque maintenant on peut les avoir en replay. Bien sûr. Et c'est important, c'est-à-dire que le sujet du spectacle ne peut se traiter aujourd'hui que par le prisme du débat. Adieu les documentaires. Il faut ouvrir débat d'ailleurs. Il faut faire ouvrir débat. Mais donc, ça veut dire quoi ouvrir débat ? Ça veut dire, objectif de polémique, objectif de punchline, et là on retrouve les éléments. Bon. Et alors là, la question, c'est le deuxième élément, c'est qui on invite ? Et là, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on n'invite pas plus ceux qui sont légitimes sur un sujet, on invite ceux qui sont le plus capables de créer de la matière spectaculaire. C'est pas tant le contenu qui est important, c'est le contenant. C'est la capacité, non pas à bien parler, c'est à parler fort, à beugler, à créer de la polémique pour que derrière, ça alimente la machine. Bon. Et dans tout ça, le 3e élément, qui est pour moi tout ça va ensemble, le débat, la personne qu'on invite, qu'on caste pour le spectacle, voilà. Absolument. Et le 3e point, c'est la figure de l'animateur qui anime les débats sur des questions aussi, je dirais, précises. Oui. Et ce sont des gens, regardez, qui viennent de l'entertainment. C'est tout. Le spectacle l'emporte sur tout. Oui, ils n'ont pas du tout. Ils sont pas venus ni de la science ni de quoi que ce soit. C'est des divertisseurs. On peut venir de la télé-réalité. On peut venir du sport. Ouais. On peut venir des talk shows, de l'animation et tout. Et au contraire, welcome. Alors, quel rôle joue dans ça la figure de l'animateur, quel qu'il soit ? Alors en fait, c'est chacun son rôle. C'est-à-dire que d'abord, quand tout à l'heure je parlais de débat, c'est toujours le diktat de la formulation. On pose une question, on est forcément soit pour, soit contre, puisque on n'est pas dans la mesure et la nuance, et ça n'intéresse ni l'époque ni l'audience. Donc il faut être dans des postures. Dans des postures, mais déjà le spectacle commence dans la question. Par exemple, les écolos veulent-ils tuer la magie de Noël ? Faut-il interdire la trottinette ? Passionnant. Je veux dire, les viandards sont-ils plus machos que les autres ? Pour ou contre les étrangers en zone rurale ? Voilà autant
de questions existentielles à l'heure du tout spectacle. Donc, avec un débat où on recherche la polémique, le dissensus vendeur, avec des questions orientées, avec une formule choc, et avec un animateur dont c'est le métier, et des invités castés pour créer le clash, voilà. Et c'est ça qui marche aujourd'hui. Et c'est ça qui marche. Alors ça, pour vous, c'est vraiment l'aboutissement de la politique spectacle, dans sa splendeur, quoi. Alors là, pour être tout à fait précis, je dirais que c'est l'aboutissement du nouveau spectacle politique, parce que je laisse la notion de politique-spectacle aux professionnels de la politique, c'est-à-dire la télévision, les médias de masse, la presse people. Le nouveau spectacle politique, c'est vraiment ça, c'est les réseaux sociaux et des gens qui étaient invisibles avant et qui aujourd'hui peuvent aussi rentrer dans le débat public et cartonner dans les audiences. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que oui, et la notion de l'audience est évidemment disons qu'il faut capital, toujours quoi. C'est capital parce qu'aujourd'hui on ne peut pas aborder la question du Covid comme celle des Gilets jaunes ou de l'Ukraine sur le plan médiatique en mettant à côté la logique économique. Tout est économique aujourd'hui, hélas. Et le spectacle, il est là parce que on est dans une société néolibérale économique. Et alors pour vous, justement, François Bellay, cette espèce de dissensus vendeur, est-ce qu'au fond, le fait que des millions de gens, en tout cas des dizaines ou des centaines de milliers de gens, accèdent à la parole, est-ce qu'au fond on peut se demander vraiment, est-ce qu'ils accèdent vraiment à la parole ou ils accèdent simplement à ce que Andy Warhol appelait le quart d'heure de célébrité? Chacun sera célèbre un quart d'heure dans sa vie. Est-ce que c'est ça? Alors, moi, je pense que c'est encore plus pervers. Je pense que la matrice sociale médiatique, ou appelons-la la matrice du spectacle, utilise des figures du spectacle à un moment donné, qui peuvent d'ailleurs jouer parfois le rôle d'idiot utile dans des émissions, ou même sur le web, sur les réseaux sociaux, et qui alimentent par un témoignage, par une invitation, et qui contribuent à faire tourner la machine du spectaculaire. La vraie question, c'est de se dire aujourd'hui, avec du recul sur la crise des Gilets jaunes, que sont devenues les grandes figures du mouvement qu'on a vu du matin au soir. Donc en fait, le système est assez pervers. C'est-à-dire qu'on vous fait croire que vous êtes la figure d'une époque, que vous l'incarnez, et puis ensuite, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est l'obsolescence programmée. Oui, et c'est vrai que le spectacle mange ses propres enfants. Exactement. Puisque l'essentiel est que la machine fonctionne. La machine fonctionne. Et rapporte beaucoup. C'est très important. On va écouter nos auditeurs, Lucien. Oui, vous avez la parole sur Sud Radio 0826 300 300 et on accueille Jean-Marc de Narbonne. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Jean-Marc. Bonjour André, bonjour Monsieur Bellay. Bonjour. Alors moi je suis entièrement d'accord, enfin entièrement, je n'ai pas lu le livre de Monsieur Bellay, mais je pense que les réseaux sociaux, enfin déjà le mot social, je dirais plutôt c'est souvent les réseaux de cas sociaux. Le mot social est très bien fait, c'est comme des points Goldwyn, vous savez de quoi je parle. Donc je pense que c'est nocif, je pense que s'il n'y avait pas eu, je suis presque certain que s'il n'y avait pas eu cette immédiateté de l'information à cause des réseaux dits sociaux, je pense que le Covid n'aurait pas été ce qu'il a été. Et je pense que beaucoup de choses seraient beaucoup plus simples. Moi, j'ai pas de smartphone, alors je peux passer pour peut-être un illuminé, je sais pas ça, moi j'ai un ordinateur, j'ai pas de smartphone, et on me dit, mais comment tu fais pour vivre sans smartphone? Mais justement, moi je vis dans le confort. Si vous voulez, parce que le smartphone, vous y passez, même si vous ne le voulez pas, vous y passez plusieurs heures dans la journée. Et à la fin, ça vous apporte quoi en fait? C'est la grande question. Ouais. Voilà, non, mais est-ce que... Ouais, allez-y. Non, Jean-Marc, simplement, non, mais effectivement, chacun y trouve, c'est l'auberge espagnole. Certains vous diront que ça m'apporte beaucoup, et vous, et très légitimement, vous dites ce n'est pas ça. Je voudrais quand même répondre, parce que Jean-Marc dit les réseaux sociaux, c'est beaucoup les réseaux de cas sociaux. C'est peut-être un peu plus compliqué que ça, François Bellay. Disons qu'effectivement, à chaque fois, alors c'est toujours pareil, il faut toujours avoir un peu de mesure là-dessus. Il y a aussi les lanceurs d'alerte. C'est-à-dire que c'est ça qui, quand je parle tout à l'heure de basculement d'époque, c'est qu'on a aujourd'hui accès à tout un tas de chiffres, de remontées d'informations, de témoignages. Alors après, c'est là où le journaliste doit faire son travail. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a ce témoignage-là, ou même le citoyen, de recouper et de ne pas forcément réagir
tout de suite. Donc tout à l'heure je disais mettre à distance l'émotion et le temps court, c'est que on a énormément d'informations après à faire trier le bon grain livré. Évidemment, mais c'est une mine d'or aussi. Absolument. Je suis d'accord avec vous, c'est une mine d'or, et puis il faut pas oublier que dans les réseaux sociaux, et j'en suis témoin, il y a beaucoup de choses que je ne vois pas dans la presse, que je ne vois pas à la télévision et la radio. Alors après, il faut faire la part du complotisme ou autre, mais il y a tout à fait autre chose. Lucien. On va tourner une rapide page de pub et on accueillera Jean-Marie de Grenoble. Vous continuez de nous appeler au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Sud Radio, il est 13h45. Vous continuez de nous appeler au 0826 300 300. Vous avez la parole et on accueille Jean-Marie de Grenoble. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Jean-Marie. Bonjour à tous, bonjour André, et bonjour à votre invité. Bonjour. Juste d'abord, merci André, parce que vous êtes encore une des rares voix sur l'espace médiatique que j'écoute avec grand intérêt. Merci. Et je trouve qu'il n'y en a plus beaucoup aujourd'hui. Donc, en tout cas, on est là. Dites-moi Jean-Marie, alors on vous écoute. Voilà, juste une réflexion par rapport à ce que j'ai entendu au départ, c'est-à-dire la notion de verticalité et d'horizontalité. Oui. La politique à l'ancienne, effectivement, elle était verticale. On avait des gens politiques, cultivés, qui parlaient relativement peu. Alors, en exagérant, on avait le ministère de la Vérité, mais en face, même si le peuple n'avait pas forcément la parole comme aujourd'hui, il y avait quand même un niveau de culture moyen qui faisait que le politique ne pouvait quand même pas dire tout à fait n'importe quoi. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est l'inverse. Ça veut dire qu'on a parlé effectivement d'horizontalité. Donc tout le monde prend la parole, sauf que entre-temps, le niveau moyen d'éducation a énormément baissé et on est passé d'un peuple qui est quand même un peuple éduqué, qui est à la base de la démocratie, à une masse qui tient des propos qui partent un peu dans tous les sens. Autrement dit, bien qu'il y ait une horizontalité, il n'y a plus vraiment de contre-pouvoir à la parole politique, parce que cette parole libérée, elle part dans tous les sens. Et ça peut aller de propos intéressants, mais noyés dans une masse de propos qui partent dans tous les sens. Ouais, intéressant Jean-Marie. Et juste un dernier point. Oui, allez-y. Et mais du coup, après, la conséquence de ça, je vois malheureusement la troisième étape, c'est-à-dire que maintenant que la parole et la liberté, elle part dans tous les sens, donc ce qui est intelligent est noyé dans la masse, comme je l'ai dit. Mais ce que je constate également aujourd'hui, c'est qu'une censure de plus en plus importante au niveau des réseaux sociaux en particulier, pour supprimer justement les voix, les quelques-unes, qui essayent d'apporter un véritable contrepoids politique, critique, à la parole politique qui, par rapport aux trois sujets dont on vient de parler, Covid, Ukraine, etc., ressemble de plus en plus pour moi à la parole émise par un ministère de la Vérité, et malheur à quiconque s'oppose à ça, il est automatiquement complotiste et tout le reste. Voilà, c'est un peu le temps de ma réflexion. Non, très bien Jean-Marie, c'est une bonne réflexion. On va tout de suite justement donner la parole à François Bellay là-dessus. Je voudrais simplement dire par rapport à ce que vous disiez avant, horizontalité et verticalité. Il faut quand même reconnaître que dans le cas du Covid, comme dans le cas de l'Ukraine, parlons pas des gilets jaunes, heureusement qu'il y avait les réseaux sociaux. Heureusement qu'il y avait les réseaux sociaux, parce que pas tout le monde, bien sûr, il y a des journalistes qui font formidablement leur boulot, mais dans la majorité de la sphère médiatique, il y avait quand même un discours dominant qui était celui peut-être de l'ancien monde, mais vous voyez, qui a beaucoup influé. Qu'est-ce que vous en pensez, François Bellay? C'est une vraie question. Alors, premièrement, il parle de la baisse du niveau culturel. Est-ce que les gens étaient plus cultivés avant ou pas? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, sur la baisse de l'éducation, de l'intérêt pour le livre, il faudrait se pencher sur les études. Donc moi, je vais pas faire ce que je dénonce, c'est-à-dire je vais pas faire l'expert sur une question que je maîtrise pas. En revanche, je vais simplement revenir sur le sujet qui est comment être audible dans ce que j'appelle le bruit permanent. Et ça, c'est plus intéressant. Et j'ai l'impression que quand je parle de livre du dictature du commentariat, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tout le monde commente tout, et qu'en fait le spectacle devient le commentaire d'avant, pendant et après l'événement, c'est difficile de pouvoir émerger. Et en fait, qui fait émerger? Encore aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est encore ce qu'on peut appeler les médias mainstream ou dominants, qui au final peut encore aujourd'hui décider de ce qui peut faire l'actu ou non. Voilà.
en dernière instance. Mais peut-être que ça peut encore échanger. Mais malgré tout, je tiens quand même à préciser que aujourd'hui, ce que j'appelle le néopolitique, c'est quand même celui, contrairement aux professionnels de la politique, c'est celui-là aujourd'hui qui est suivi, entre guillemets, c'est-à-dire suivi par des millions de followers, dont la parole est assez peu remise en cause, contrairement aux politiques professionnels. C'est lui, et puis c'est lui aussi qui peut mobiliser, qui peut faire aussi descendre des gens dans la rue, faire des pétitions et tout. Donc il est inaudible parfois, mais en même temps, il peut être très très prescripteur, quoi. En fait, la vraie question derrière ça, c'est effectivement, parlons du Covid ou de l'Ukraine, etc., ce sont ceux qui apportent, et il faut des faits, des chiffres, des faits incontestables. Il y a des gens quand même qui savent ce dont ils parlent. On revient toujours à ça. On aimerait entendre plus de gens qui connaissent, qui sont compétents, et qui savent ce dont ils parlent, qui connaissent le sujet, et qui vont sur le terrain aussi. Il ne faut pas oublier ça. Et je pense que là, on renvoie à un autre sujet qui est l'ubérisation de la société, qui n'échappera pas à l'ubérisation de la politique qu'on est en train de vivre. Et donc, ce que j'appelle le citoyen smartphone, eh ben lui, il a son rôle, puisqu'effectivement, il est sur le terrain, il est encore dans la vie réelle, et lui fait remonter les informations. Donc, il est capital à la fois pour la vie politique, mais aussi parfois pour le spectacle. Comme transmetteur, les deux, effectivement. Lucien. Et on remercie Jean-Marie. On accueille Guy de Paris. Bonjour Guy. Oui, bonjour Guy. Bonjour messieurs, merci pour cette belle émission, monsieur Berkoff. Bonjour monsieur Bellet. Bonjour. Alors, toutes les paroles qui ont été prononcées jusqu'à présent sont très très bonnes, c'est la vérité. Alors moi j'ai 72 ans, j'ai toujours été mon propre patron ou chef d'entreprise dans ma vie. Ouais. Et j'ai été habitué, plusieurs fois j'ai été obligé de redresser des entreprises avec très peu de moyens. Et il n'y a qu'une seule méthode, il n'y en a pas 36 000. Or, il ne faut pas oublier que la France est dans une difficulté financière énorme, qui lie les mains et les pieds, qui ne nous permet pas d'agir comme on pourrait le faire. Depuis 50 ans, nous avons été dirigés par des politicards, pas des politiciens, par des politicards, et des gens incompétents dans la gestion. Un père et une mère de famille n'ont pas besoin d'appartenir à un parti politique pour savoir comment gouverner leur famille, diriger leur famille. Un patron d'entreprise n'a pas besoin d'être dans un parti politique pour savoir comment diriger son entreprise. Voilà, donc nous avons été noyés par des gens qui avaient une idéologie et qui, pour diriger le pays, ont emprunté. D'accord ? Donc ce n'étaient pas des bons gestionnaires. Il n'est nul besoin d'avoir une idéologie politique pour pouvoir diriger ce pays. Et à partir du moment où vous avez un pays qui est faible, qui est neurasthénique, ce pays qui consomme 2,5 fois plus d'antidépresseurs que dans tous les autres pays du monde, la France, qui est totalement anormale. Donc, bien évidemment, tout est perturbé. Depuis 50 ans, tout est perturbé. Il y a donc Mais alors, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Vous dites qu'il y a une seule méthode. C'est quoi cette méthode, Guy? Alors, cette méthode, je prends le cas, par exemple, pour les retraites. Ça a été très mal abordé. Non, mais rapidement, parce qu'on va rester sur le... Cette méthode, c'est de protéger. Non, mais attendez. Ce qui ne va pas dans les principes essentiels, suffisants, nécessaires pour qu'un pays vive correctement. Mais Guy, vous êtes aussi consommateur de médias, j'imagine. Vous regardez la télévision, la radio. Non, je ne regarde pas la télévision, je suis très malvoyant. Mais j'écoute certaines radios. Alors, vous écoutez. Et je fais ma part, et bien sûr et vous trouvez que ça fonctionne ou pas aujourd'hui, ce que vous entendez? Oui, quelquefois, il y a des bonnes révélations. Ouais. Il y a des start-up qui mettent en place de très bonnes choses. Moi, je ne suis pas défaitiste. La France est en train de se redresser, par exemple. D'accord ? Il y a de très bonnes choses qui sont mises en place. Moi, ma première entreprise, il y a plus de 42 ans, c'est une entreprise de récupération et de recyclage. D'accord. À l'époque, on me prenait pour un imbécile, un fou, d'autant que je quitte. Ça, je comprends. Donc par exemple, c'est remettre en place aussi le tri, le recyclage, prévenir, instruire. Je sais, mais le problème aujourd'hui, non mais vous êtes sûrement quelqu'un qui connaissait très bien votre métier, qui le font bien. Le problème aujourd'hui dont on parle, c'est comment transmettre pas trop de n'importe quoi, pas trop de fausses nouvelles, et comment, si vous voulez, susciter effectivement que la parole dominante, quelle qu'elle soit, et qui est le contre-pouvoir, parce qu'il est là le problème. François Bellet, en fait, le problème, il est quoi? Il est, comme toujours, quel que soit droite, gauche, centre, etc., c'est pas le problème. C'est quand il y a un pouvoir, il doit y avoir un contre-pouvoir. Est-ce qu'aujourd'hui, le spectacle politique, le nouveau spectacle politique dont vous parlez, est-ce qu'il fait office? En fait, il sert beaucoup plus le pouvoir, quel qu'il soit, que, au contraire, il aide à faire avancer le contre-pouvoir. Alors là, c'est la grande question.
C'est-à-dire que là, on a devant nos yeux la grande bataille spectaculaire qui s'annonce. Je m'explique. On a d'un côté le monde d'avant, incarné par le professionnel de la politique, on va dire Macron, Van der Leyen, Biden. On peut décliner, mais ce que je veux dire par là, ce sont des gens qui sont des professionnels. Eux, ils s'appuient sur des médias traditionnels, ils veulent un État fort et ils veulent surtout modérer, réguler les réseaux sociaux. On a le bloc... Même censuré. Même censuré. Même censuré, on peut le dire. Et de l'autre côté, on a un autre bloc qui est donc issu du monde d'après, c'est-à-dire des réseaux sociaux, incarné par ce que j'appelle le néopolitique, c'est-à-dire le non professionnel de la politique, incarné par exemple par Trump, Musk et par d'autres qui vont forcément arriver, parce que ça va être la créature des réseaux sociaux. Et bien ce néopolitique, ce deuxième bloc-là, eux, ils veulent un État faible et une liberté d'expression totale. Donc là, on va arriver à une bataille sur ces deux blocs, et moi je pense que l'un et l'autre camp ont des idéologies différentes. En revanche, ils se rejoignent sur la même idéologie qui est celle du spectacle, parce que les deux blocs se soumettent à l'idéologie du spectacle. Et moi je dis que celui qui gagnera la bataille du spectacle gagnera la bataille in fine du pouvoir. Eh bien écoutez, ce sera en tout cas le tome 2 du nouveau spectacle politique. En attendant... C'est en cours. C'est en cours, c'est très bien. En attendant, lisez ce nouveau spectacle politique. Vraiment, il y a des vérités et il y a un état des lieux qu'il vaut le coup de parcourir. Merci à tous de nous avoir écoutés pour ce face-à-face et merci à François Bellay pour son livre Le nouveau spectacle politique aux éditions Nicaise. Tout de suite, l'émission de Brigitte Lahaye. À tout de suite sur Sud Radio.